courage et force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue dans votre 20h, c'est Pendant le 20h. À mes côtés, ou presque ce soir, Marie-Ange Philippe, Marie-Joie Rigui-Landine, Marcel Petrichol et Xavier Affre. Alors que le selfie a fait de nous des sujets hautement identifiés, très identifiables, que reste-t-il de l'art du portrait? Élément de réponse avec, au sommaire de ce Culture Club, des BD. Le portrait de Ravard d'Auvilliers et Myriam et le portrait d'Edmond Baudouin. Du cinéma, avec Lucky de John Carroll Lynch et Certaines femmes de Kelly Reichardt. Un catalogue d'expositions avec moi, autoportrait du XXe siècle, et de la musique avec un portrait musical, l'histoire de Melody Nelson, ce sera notre bonus track. Le portrait est un genre à part entière, il est dans toutes les disciplines artistiques, mais que dit-il vraiment de nous, que dit-il de son auteur et de son époque? Marcel, on commence avec vous et avec votre précision, j'ai envie de dire chirurgicale. On vous a dit le thème, c'est le portrait de BD intitulé Le portrait. Le portrait. Alors on commence tout de suite avec le portrait de Loïc d'Auvilliers, François Ravard et Myriam, d'après la nouvelle de Nicolas Gogol, Saint-Pétersbourg, 19e siècle. Oui. Un jeune peintre forcément romantique, forcément sans le sou. Normal. Normal, face à un dilemme, son art ou le succès. Alors le succès, en fait, il va le trouver parce qu'il n'a pas de sous, mais en déambulant dans les rues de Saint-Pétersbourg, il va tomber sur une boutique. Il est interpellé par le portrait d'un élégant chinois. Il a quelques copecs, mais il ne peut pas s'empêcher d'acheter ce portrait. Il l'achète, il rentre chez lui, et il découvre derrière le cadre des pièces en or. D'où le dilemme. Qu'est-ce qu'il fait? Vie facile, ou est-ce qu'il va essayer de se perfectionner en peinture? Alors voilà, il était tout maigre, ça va devenir un aristocrate bedonnant, qui devient riche en faisant des portraits sans âme, des gens qui l'entourent, il est entouré d'une espèce de cour, mais vraiment complètement débile, acculturé. Et donc voilà, il va vivre, il va devenir très très riche, très mauvais aussi, puisqu'on va l'appeler maître maintenant. Mais il a complètement perdu ce qui faisait sa force, son âme. Et puis un jour, à Saint-Pétersbourg, il y a des toiles qui arrivent. Il faut savoir qu'il avait un ami qui, lui, est parti en Italie. Et ces toiles, ce sont des toiles de nuit, de femmes nues, qui sont absolument splendides. Il y a beaucoup de sensualité, de vie qui se dégage de ces toiles. Il va découvrir que c'est son ami, qui est parti en Italie, qui a réalisé ces toiles. Et là, il va être confronté à sa médiocrité. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sombrer peu à peu dans la folie. Alors, vous l'avez dit, c'est tiré donc, de la nouvelle de Gogol. C'est très, très fidèle au texte de Gogol, vraiment. Et c'est même fidèle puisque c'est presque l'histoire de Gogol, puisqu'on le sait que c'était vraiment un écrivain qui était obsédé. Il pensait qu'il était obsédé par un démon. Il était aussi obsédé par vraiment une perfection artistique. Il a été aux frontières de la folie, ça l'a amené aux frontières de la folie. Donc il y a beaucoup de Gogol dans cette histoire. C'est carrément un miroir à ses démons. Et franchement, l'adaptation est fidèle à l'esprit et à la lettre. Quant au dessin, on a l'impression que c'est du fusain. Vous savez, ces artistes qui dessinent les monuments qu'on peut croiser un petit peu partout dans le monde. Et c'est élégant. Et c'est très élégant. C'est à la fois gras et très dépouillé. Et surtout, Ravard, le dessinateur, s'attache principalement aux personnages. Il y a très peu de décors. On voit vraiment la transformation physique de Tcharkov qui aminci. On le voit se transformer, devenir cette espèce de bourgeois affreux, et surtout ses yeux. Regardez la transformation des yeux, on voit la folie petit à petit dans le regard de Tarkov. C'est absolument sublime, c'est une BD qui apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes, je trouve. C'est d'une richesse absolument incroyable. Il faut découvrir, et puis après, il faut surtout lire Gogol. Xavier. Oui, alors, de toute façon, je vais dans le droit chemin de Marcel. Gogol étant un auteur majeur, quand même, russe, qui a beaucoup inspiré d'autres auteurs, d'ailleurs, et pas qu'en BD. Je pense au cinéma. Bon, le titre m'échappe, mais ça me reviendra. Mais ce que j'aime bien, c'est le choix du dessin. Encore une fois, c'est un choix précis. Au-delà du fait qu'on aurait pu avoir une reconstitution peut-être un peu lourde de la Russie 19e siècle. Au contraire, l'idée, c'est de vraiment se focaliser sur le personnage. Et je suis d'accord, la folie, on le voit dans le dessin, ça c'est assez fort aussi. Mais Gogol, c'est extraordinaire. Donc je veux dire, le point de départ est tellement fort que de toute façon, ça ne peut qu'accoucher d'une BD remarquable. C'est dit, c'est approuvé. Votre deuxième choix, Marcel. Deuxième choix, le portrait de Baudouin. Vous avez dit à l'association. Alors c'est un bouquin, une BD qui était parue à l'origine chez Futuropolis, qui était épuisée depuis des années. Et l'association a eu l'excellente idée de la rééditer. Baudouin, c'est un très grand auteur de la bande dessinée française,
connu des BD-Phile et pas trop du grand public, malgré qu'il ait eu 3 prix à Angoulême. Et franchement, c'est son chef-d'œuvre, le portrait. C'est simplement l'histoire d'un peintre qui s'efforce de capturer le visage d'une femme pour en faire le portrait parfait. Il cherche à s'approcher au plus près de ce qui émane de ce visage. Et il n'arrive pas à trouver la vérité intérieure qu'il y a de ce visage. C'est vraiment une parabole magistrale sur le thème de l'artiste et de son modèle. Un voyage sensoriel et immersif dans cette bande dessinée. C'est du noir et blanc. On a l'impression que ça glisse sur le papier tellement c'est doux et épuré. Voilà, il faut découvrir Baudouin avec cette bande dessinée. Je le redis, c'est son chef-d'œuvre, le portrait. Et puis un documentaire, je crois, qui a été réalisé par Laetitia Carton sur Baudouin. Voilà. Tout à fait. Je le cite quand même, Edmond, un portrait de Baudouin. Alors, on reste à l'écran avec vous, Xavier. Pas de biopic de rockstar, pas de grands personnages historiques, figures majeures, non, des anonymes, avec Lucky. On commence. Oui, parce que c'est 2 films dont j'avais envie de beaucoup de parler, parce que ces 2 films sont sortis dans l'indifférence quasi absolue, parce qu'ils ne sont pas très bien programmés toujours. Bon, Lucky est sorti le 13 décembre dernier, donc autant vous dire que c'était pas très propice à parler de Lucky, puis il y a eu beaucoup d'artistes qui sont malheureusement décédés, morts, donc ça efface un peu tout ça, bien entendu. Donc j'avais envie de remettre un peu au goût du jour ce film, qui est de John Carroll Lynch. Alors on connaît tous cette tête de John Carroll Lynch. En fait, c'était le méchant dans Zodiac. On le voit dans certains films. J'avais noté aussi, on le voit par exemple dans le dernier film de Pablo Larraín, Jackie, où il jouait le président Johnson. Et là, il se met derrière la caméra, c'est son premier film. Et c'est un petit film. Quand je dis ça, je suis content de le dire parce que c'est pas du tout péjoratif. Comme quoi, les petites choses sont parfois les plus belles, il faut bien le dire. Et c'est surtout le dernier grand rôle de Harry Dean Stanton, qui est mort il y a pas très longtemps, septembre dernier. C'est aussi l'occasion dans l'émission de rendre hommage à un acteur monumental quand même. On se souvient tous de Paris, Texas, qui est son rôle principal, mais on l'a vu dans C'est Laure et Lula, on l'a vu notamment dans Une histoire vraie. C'est le frère que rejoint ce vieux monsieur à motocyclette, en tracteur, et qui franchit toute l'Amérique pour le rejoindre. Il faut faire un parallèle entre les 2 films. Exact. Et on voit d'ailleurs David Lynch dans le film. Il a un petit rôle un petit peu complètement barré, mais très très émouvant et touchant finalement. Un homme qui est à la recherche de sa tortue qui s'est enfuie, et il est très triste. Et alors Lucky, c'est un vieux cow-boy qui a 90 ans. On est vraiment dans le portrait, mais c'était intéressant par rapport à la thématique aussi, puisque c'est à la fois fictif, mais quasiment documentaire, parce que c'est aussi un portrait de Harry Dean Stanton, donc avec ce qu'il pense vraiment. C'est-à-dire on voit un vieux monsieur de 90 ans qui fait de la gym au début, qui fume, qui ronchonne tout le temps. Il y a des éléments de sa propre vie. Bien sûr, et il ronchonne tout le temps, le bienheureux, il a bien raison, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand il faut râler tout le temps, bien entendu, on n'est jamais satisfait. Et comme ça, il déambule au milieu d'une espèce de petite ville perdue dans l'Amérique profonde. Et il se remet en question, qui mine de rien en permanence. Ça devient une quête un peu existentielle, ce film. Et c'est ça qui est très beau. Je trouve que pour un premier film, c'est déjà maîtrisé, donc c'est pas toujours évident. L'acteur est extraordinaire, mais c'est son rôle, mais encore faut-il bien le jouer. Ça a déjà arrivé que ce soit pas le cas. Il n'y a pas de pathos, et c'est émouvant parce que c'est le dernier rôle d'Harry Dean Stanton, et on ne peut pas s'empêcher, quand le film est sorti, il était déjà mort, de regretter. Il avait 90 ans, une belle vie, mais de regretter cet acteur qui est monstrueux. Il y a des plans dans ce film où on le voit lui. C'est un acteur immense, donc une perte énorme. Il n'y a pas que Johnny Hallyday, par exemple. Mais là aussi, il y a des acteurs qui meurent et qui sont très, très importants. Lui en faisait partie, je trouve génial. Et du coup, voilà, c'est subtil, c'est profond, c'est émouvant. Petit film, parce que c'est pas Le Seigneur des Anneaux, mais petit film très, très enthousiasmant. Et une super BO. Et une super BO, évidemment, qui va avec. Mais voilà, il y a une vraie réflexion aussi sur le temps qui passe. Sur la vieillesse. Donc, sur la vieillesse. Et la solitude. Et la solitude. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir ce personnage extrêmement frêle et de voir à quel point il occupe l'espace et il occupe complètement le film. On n'a pas besoin d'autre chose souvent que de ses expressions et sa vie qui est pourtant relativement vide. C'est vraiment très, très intéressant. Mais c'est tout un film, encore une fois, je vais dire banal parce que c'est le mot, sans que ce soit péjoratif, mais de la banalité, on tire quelque chose de très, très émouvant. Comme quoi, pas besoin de faire de gros sujets à grands coups de publicité ou à gros sabots. Ça suffit pour faire un bon film, parfois. On s'ennuie pas. C'est lent, mais on ne s'ennuie jamais. C'est langoureux. Le rythme est donné par la tortue. Oui. Aussi. Bon, c'est Harry Dean Stanton aussi. Il faut le dire, peut-être qu'avec un autre acteur, c'était pas pareil. Mais le film a été écrit pour lui. C'est avec vraiment l'idée de départ que ce serait quasiment presque un documentaire sur lui. Donc c'est ça qui est fort. Bon, c'est dit. Et puis, vous proposez également Certaines femmes de Kelly Reichardt, avec entre autres Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart. On suit 3-4 femmes
dans le Montana. Et Lily Gladstone, qui est une actrice intéressante. Voilà, c'est la quatrième. C'est quoi, c'est un film féminin, féministe? Je ne sais pas vraiment. Alors, je me méfie des étiquettes. Non, pas ennuyeux. Non, alors c'est un film effectivement d'une réalisatrice dont on parle peu. Ouais. J'avais déjà parlé dans cette émission de Night Moths, par exemple, sur les militants écologistes. C'est son 6e film. Et là, on dit le portrait, c'est l'art du portrait. C'est 3 histoires indépendantes. Alors, le lien est ténu, il n'y en a quasiment pas. C'est le Montana, en fait. C'est les paysages. Mais à mon avis, c'est un film juste. Et c'est un film plutôt bienveillant. Alors, je ne sais pas si on peut dire féministe dans le sens où ça va vers les femmes, mais je ne le revendique pas comme étant un film féministe. Non, mais parce que les thématiques sont très actuelles. On voit voilà, le sexisme ambiant, etc. Oui, alors ça, c'est peut-être plus du côté de la solitude. C'est 4 femmes, en fait, qui sont quand même, mine de rien, même si elles sont mariées, certaines, seules. Que ce soit l'avocate, par exemple, jouée par Laura Dern, par exemple, qui est encombrée par un client qui est complètement désespéré. Que ce soit le couple... avec cette femme qui veut absolument acheter des vieilles pierres pour faire sa maison, mais son mari ne l'écoute absolument pas, il s'en fout. Une jeune palefrenière aussi, c'est donc Lily Gladstone, jouée par Lily Gladstone, qui tombe amoureuse d'une professeure qui donne des cours d'histoire, Kristen Stewart, qui est extraordinaire. Hein. Comme quoi, il ne faut pas cantonner les gens au rôle ancien, parce qu'elle fait des films de plus en plus courageux, et vraiment, ça vaut le coup de le dire. Voilà, ce sont des femmes qui ont des contrariétés tourmentées, on est dans l'Amérique profonde, Montana, qui ont des rêves aussi, qui essaient de les réaliser, mais ça n'aboutit pas toujours. Et moi j'ai trouvé ça, alors c'est sûr que c'est simple, mouvement d'appareil, c'est lent évidemment, mais moi je trouve ça bouleversant, notamment la relation entre ces 2 femmes, là, cette histoire d'amour naissante. Je trouve que c'est un film majeur, encore sorti en catimini vraiment en février 2017. Alors qu'on nous vante tellement de films à la télé horribles et de la boue, là pour une fois il y a de la lumière, j'en parle, la lumière du Montana en plus. Marion, je vous l'avais vu, je crois. Oui, je l'ai vu. Effectivement, la lenteur n'est pas dérangeante. Moi, ça m'a bercée, en fait. J'ai été bercée par les 4 histoires de ces femmes. Kristen Stewart, pardon, j'arrive pas à le prononcer, est très surprenante dedans. Alors maintenant, moi, après, ça m'a laissé. J'ai passé un bon moment. J'étais un peu comme ça endormie dans les montagnes du Montana enneigé, mais j'ai trouvé le propos un petit peu facile. J'ai pas vu d'audace dans le propos. Les portraits sur les femmes sont très agréables à suivre. On s'y reconnaît ou pas, on les reconnaît des proches ou pas, peu importe. Effectivement, il y a tout un panel de femmes, mais j'ai pas trouvé d'audace dans le propos du film. Voilà. Justement, qu'est-ce qui fait qu'un sujet est digne d'intérêt? C'est vous me posez la question. Oui. C'est vous qui proposez le film. Oui, mais pour Xavier. C'est-à-dire que si on écoutait Marie-Ange, par exemple, on n'aurait pas fait ce film, quasiment. Autrement, enfin, non, prétention. Alors du coup, qu'est-ce qui peut faire l'intérêt d'un sujet, ou d'un faire un portrait? Moi, peut-être, ce qui me plaît chez Kelly Reichardt, c'est l'anti-spectaculaire. Déjà, le fait de choisir des anonymes absolus. Bah oui, parce que les biopics, la plupart sont ratés, il faut quand même le dire, il ne faut pas hésiter. C'est genre Mémoire Clo-Clo, je suis désolé pour les hommages aux chanteurs morts, mais Clo-Clo, par exemple, qui était horrible. Oui, mais... Donc, aucun intérêt pour moi. Puis alors, franchement, moi, c'est personnel, mais enfin, ça peut-être intéresse les gens. L'histoire de Claude François, on la connaissait plus ou moins. Là, c'est 3 anonymes, et où je ne suis pas tellement d'accord avec Marianne. Ça ne revendique pas d'être audacieux ni rien. C'est un portrait, donc un portrait, comme on va le voir tout à l'heure, même dans les galeries d'autoportraits, par exemple. C'est pas forcément audacieux. Ça dit quelque chose. Alors, c'est le propos, ce que tu disais, que c'était un peu facile. Moi, je trouve que ça dit pas mal de choses sur l'Amérique actuelle. Alors, certes, ça le dit déjà depuis des années, mais elle l'intègre à son style, à elle. C'est-à-dire refus du spectaculaire, refus de l'émotion facile. Il n'y a pas une scène où on pleure énormément dans ce film. Non. On a rangé les violons, les madeleines, le thé. Non, donc du coup, je me dis c'est intéressant. Moi, c'est quand il n'y a pas de complaisance. Après, on peut faire des portraits de tout le monde. On peut faire un portrait de vous au cinéma, de Marie-Ange, de Marcel. Le tout, c'est de ne pas tomber. Alors peut-être dans la facilité, le pathos. Pas tout de suite, en tout cas. Pourquoi pas? Non, laissez-moi grandir un peu. Bon. Eh bien, je parlais justement de selfie en début d'émission. Marie-Jo, vous avez choisi de nous présenter un catalogue d'expositions, moi, autoportrait du XXe siècle. Alors, l'autoportrait, on va dire quoi, sous-genre ou vrai exercice de style? Vrai incontournable. Oui, vrai exercice aussi, oui, tout à fait incontournable. Bon, je note par contre que Xavier a proposé des films sur tout le monde sauf sur moi, je suis extrêmement vexée. Mais c'est pas grave. Et Marie-Jo aussi. J'attendais la chronique, Marie. Après, on verra ses dignes d'intérêt. L'exposition a eu lieu au musée du Luxembourg en 2004, donc l'exposition est finie. Elle s'inscrivait en fait, si vous voulez, dans la collection d'autoportraits qui a été faite par les ducs
duc de Toscane au XVIe siècle et qui existe cette collection à Florence. Et le catalogue est très intéressant parce que parfois quand vous allez voir une exposition, votre catalogue c'est un peu votre souvenir, votre carte postale grandeur multipliée par 300. Mais là, c'est vraiment un catalogue qui tout seul fait sens. Je vous le confie si vous voulez, qui tout seul fait sens parce que il regroupe 150 œuvres d'artistes plus ou moins connus qui se sont donc adonnés à un moment ou à un autre à l'art de l'autoportrait avec plus ou moins d'originalité en effet. Alors c'est vrai que pendant des siècles, l'autoportrait a été effectivement utilisé par les peintres pour deux raisons. La première, c'est que le modèle, quand c'est vous-même le modèle, vous êtes disponible. Donc c'était assez pratique pour les peintres de travailler l'expression, les proportions, etc. avec eux-mêmes. Donc ils le faisaient aussi pour ça, parfois pour travailler en fait les visages et les expressions. Et ils le faisaient aussi simplement pour immortaliser leur visage, puisqu'ils étaient en général rémunérés pour immortaliser des visages plus ou moins célèbres, plus ou moins gracieux. Et dans le lot, ils pouvaient trouver que le leur valait aussi la peine d'être immortalisé. Pourquoi pas. Au XXe siècle, la photo existe, elle est bien installée. On a peut-être un peu moins besoin de faire un autoportrait, en tout cas peint. Mais d'ailleurs, dans cette exposition, il y avait aussi des autoportraits qui étaient des photographies. On a d'ailleurs, entre autres, un autoportrait que je trouve très intéressant, qui est l'autoportrait dans le temps 81-89 d'Esther Ferrer, qui est une photographe espagnole. Et cet autoportrait est coupé en deux parce qu'en fait, les deux moitiés du visage correspondent à deux périodes différentes de sa vie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas simplement parce que je le vaux bien, regardez si les produits que j'utilise m'empêchent de vieillir, mais c'est plutôt justement une réflexion sur ce que le temps peut laisser sur le visage et ce que l'histoire peut laisser sur le visage, puisque c'est quand même une photographe qui a été très impliquée contre le franquisme. On a des autoportraits qui sont plus travaillés avec du graphisme, comme par exemple celui d'Éric Bouliatov, qui est un peintre et illustrateur, donc il y a une espèce de mise en abîme de son visage dans une autre silhouette. Chuck Close, qui est plus connu pour utiliser des photos d'identité et les agrandir, donc là c'est une eau forte qui est très intéressante. Magritte qui travaille le portrait à l'envers, puisqu'en fait, finalement, c'est l'absence, c'est la silhouette vide avec le paysage qui apparaît, qui est l'autoportrait de Magritte, enfin, cet autoportrait au chapeau melon que tout le monde connaît. Un autoportrait très inquiétant d'Autodix, normal, période allemande, dans les années 20-30, on est quand même là-dedans. Et puis un portrait aussi que j'avais trouvé super intéressant, qui est de Giorgio de Chirico, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des toiles surréalistes de Chirico avec ces espèces d'architecture vide, de ville vide, de place vide. Et cet autoportrait que l'on doit voir est vraiment très peint, très travaillé. Et on retrouve finalement aussi la capacité des peintres aussi à peindre fort bien. Donc, sur Bacon, Picasso, Ben se cache derrière évidemment un de ses slogans comme d'habitude. Ça va être simplement « Regardez-moi, cela suffit ». Voilà, il y en a toute une collection, je vous ai dit plus de 250 avec des gens plus ou moins connus. Et moi, ce que j'ai trouvé très étonnant et très intéressant, c'est qu'en fait, un artiste fait une œuvre qui va être exposée dans un musée et qui va se donner donc au regard du spectateur, du visiteur. Et là, pour une fois, c'est un peu l'artiste qui vous regarde, parce que presque dans tous, ce sont eux qui nous regardent. Donc voilà, c'est un petit peu troublant. Et ça va aussi dans la phrase de Marc Fumarole qui disait « L'autoportrait est indubitablement le genre le plus troublant de l'art européen ». C'est pas faux. Qui a vu l'exposition ? J'étais trop gênée. Catalogue. Alors je le dis, moi j'ai eu la chance de la voir et c'était vraiment formidable. Xavier, vous avez feuilleté le Alors moi catalogue. j'aurais tendance à dire, montre-moi ton autoportrait, je te dirai qui tu es. Parce que je pense que clairement il y a de tout dans ces autoportraits. Il y a la vanité, il y a la modestie. Parfois, certains ne pouvaient pas les montrer à l'écran parce que malheureusement, c'est des autoportraits un peu dénudés. Mais il y a des choses très intéressantes. Alors après, je suis mal placé pour parler parce que j'ai une certaine conception de l'art, donc je ne vais pas me faire beaucoup d'ennemis dès le début de l'année 2018, si vous voulez. Mais le vide pour dire c'est moi, je suis rien, etc. Il y a effectivement beaucoup de facilité quand même parfois, avec aussi mélangé à de l'originalité, parce que vous allez me dire, quand c'est un artiste connu qui le fait, c'est formidable. Si c'est moi qui avais l'idée de le faire, je pense que je me serais pris une voie de bois vert. Donc voilà, je me méfie toujours de certains partis pris, mais il y a de très beaux autoportraits. Par contre, et tu sais, Autodix, moi j'aime bien Autodix en tant qu'histoire, et Autodix en autoportrait montre bien le personnage quand même. Merci beaucoup. Marie-Ange, vous avez choisi de nous présenter le premier album concept de Serge Gainsbourg, l'histoire de Mélodie Nelson. Et c'est un portrait musical, un genre qui n'est pas très courant non plus. Non, mais c'est ça qui fait justement l'intérêt de cet album. Vous l'avez dit, c'est un album concept qui a été boudé à sa sortie par le public, par la critique, et qui devient 40 ans après
complètement mythique. Alors les rappeurs usent et abusent de samples, les groupes de rock ont repris des dizaines et des dizaines de fois les chansons et les critiques l'encensent et le hissent au rang de culte. Alors ce portrait de Melody Nelson, adorable petite conne de 14 ans, est singulier bien sûr dans la discographie de Gainsbourg parce que c'est une espèce de poésie symphonique, mais aussi dans l'époque dans laquelle il s'inscrit, parce qu'on est après 68, on est en 71, et là où tous les chanteurs dressent un portrait d'une France un peu révolutionnaire, un portrait politique, un portrait sociétal, et bien Gainsbourg, de son petit hôtel particulier, opère une espèce de repli individualiste et se concentre sur les tourments amoureux causés par cette jeune fille aux cheveux rouges du haut de ses 14 automnes et 15 étés. On écoute un tout petit morceau parce que c'est trop joli à écouter quand même. Allez. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour. Alors le portrait de cette jeune fille, Gainsbourg, il le déroule comme une sorte de monologue en 7 chansons à peine. Le point de départ, c'est un quadragénaire qui renverse une jeune fille à bicyclette. S'ensuit un gîte de séduction, d'amour, de questionnement, d'angoisse et bien sûr à la fin de chagrin. C'est évidemment Jane Birkin qui incarnera le personnage sur la pochette. C'est évidemment Gainsbourg que l'on retrouvera dans les textes. La Rolls, l'hôtel particulier où l'a amené Jane Birkin. Tout est en filigrane et bien sûr la peur de la mort tout à la fin. Donc du coup c'est un album entre portrait et autoportrait donc. Et si le texte paraît un peu ancré, en tout cas inspiré d'un réel bien identifié, la musique et surtout les arrangements de Jean-Claude Vannier, c'est-à-dire qu'il fait des chœurs flottants, des guitares sensuelles, des batteries très discrètes et évidemment la diction sensuelle et nuageuse de Gainsbourg, confie un peu cet album dans une espèce de bulle intemporelle et devenue complètement mythique. Marie-Ange, est-ce que le portrait garantit l'immortalité ? Là, pour le coup, en l'occurrence, oui, c'est devenu le symbole de Gainsbourg, c'est devenu l'album mythique qui a eu un succès après sa mort. Et ça a non seulement appuyé sa postérité, mais en plus donné une aura supplémentaire à Jane Birkin, à laquelle on identifie totalement Melody Nelson. Marcel, un mot. Oui, un mot, vite. Tu l'as dit, elle a dit premier concept album concept de Gainsbourg. Et il n'a fait pratiquement que des concept albums après, jusqu'à son dernier, Under Arrest, donc il est resté toujours dans le même style. Adjani a dit que c'était de la littérature musicale. Je suis complètement d'accord avec elle, c'est des poèmes mis en musique. Et il faut remarquer la symbiose parfaite qui est entre la musique pop et les instruments classiques que Gainsbourg va à chaque fois intégrer dans tous ses futurs albums. Voilà, Il ne chante pas en plus. C'est du non, parler. c'est du parler. C'est du parler. Voilà. Tu dis disque culte, qui a été disque culte surtout au Royaume-Uni. Avant d'être culte en France, il y a des groupes comme Placebo qui ont repris des Anglais avant nous, comme souvent. Voilà. Donc moi, je suis fan de Gainsbourg. Pour moi, tous ces albums sont cultes de toute façon. Allez, tour de table traditionnel. Que reste-t-il de l'art du portrait ? Qu'est-ce qui fascine tant dans le portrait ? Marie-Ange, on commence avec vous. Alors, je ne sais pas ce qui reste de l'art du portrait. En tout cas, ce qui fascine, je pense, c'est un petit peu notre côté voyeur. On aime bien savoir qui était un artiste, peu importe et tout. On aime bien rentrer dans la vie privée des gens. Marcel. Ouais, moi, je dis qu'on se retrouve parfois dans le portrait. Peut-être aussi, on a envie de voir si c'est nous, là, derrière ce portrait. Xavier. Au cinéma, c'est souvent un écho sociétal, parce que ça permet de dire pas mal de choses sur la société, et souvent quand c'est les anonymes. Hein. Je ne parle pas des biopics ratés, vous avez compris. Et pas celui de Clo-Clo, on a bien compris, voilà. Même si on ne peut pas résumer. Ou la môme, si vous voulez voir une représentation à la truelle, la môme. Voilà. Ça fera plaisir à tout le monde. Marie-Jo. En art, on l'a vu, en littérature, c'est vrai aussi qu'il y a énormément de biographies, d'autobiographies, de fausses autobiographies, parce qu'une autobiographie, c'est supposé être écrite par soi-même. Voilà, on dira pas plus. Mais oui, c'est pour assurer évidemment une postérité, et je pense pour donner aussi quelque chose à grignoter aux gens qui ont envie de voir et de savoir, surtout sur les célébrités, là, par contre.
Alors, vous l'aurez compris, qu'il soit flou, approximatif, raté ou très précis, le portrait dit toujours quelque chose de nous, cette petite fraction de vérité contre laquelle on ne peut rien faire. Alors, il me reste à vous remercier, les 4 fantastiques, merci de m'avoir accompagné. Et avant de vous quitter, je rappelle la sélection du jour, donc les BD. Le portrait de Ravard d'Auvilliers et Myriam et le portrait d'Edmond Baudouin. Lucky de John Carroll Lynch et Certaines femmes de Kelly Richards, ça c'était pour le cinéma. Le catalogue d'exposition Moi, autoportrait du XXe siècle. Et l'histoire de Mélodie Nelson de Serge Gainsbourg, ça c'était pour le conte musical ou le portrait musical. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée sur France 3 Corse via Style, de vous dire merci de votre fidélité et de vous dire qu'on se retrouve très vite. On sera là, on vous attend toujours pendant le 20h.